Comme nous l'avons vu dans la première partie de ce film, l'eau ne donne que de faibles échos sur l'écran de l'H2S. La Terre donne des échos plus forts. Les surfaces bâties donnent des échos plus nets encore. Ainsi, quand le gain est maximum, les étendues d'eau apparaissent en taches sombres sur l'écran de l'oscilloscope panoramique. Pour détecter les surfaces bâties, il faut régler soigneusement le gain, afin de rendre plus visibles les échos qu'elles réfléchissent et faire ainsi disparaître les échos plus faibles provenant des zones environnantes. Pour obtenir les meilleurs résultats, on doit faire varier constamment le gain. Ainsi, à courte distance, on diminue le gain pour éliminer les échos parasites et ne faire apparaître que les échos réfléchis par les surfaces bâties. À cette position, on ne perçoit pas l'image des surfaces les plus éloignées. Pour les faire ressortir, il faut augmenter le gain afin de brouiller tout ce qui se trouve à l'intérieur de la zone des 10 000. Pour mesurer les distances, on utilise un bouton appelé commande de distance, placé sur le côté de la boîte de commande. En le faisant tourner, on entraîne un tambour qui porte sur le côté gauche une échelle des distances et sur lequel se trouve tracée une série de courbes. Ce bouton commande également le mouvement d'un spot lumineux le long de la ligne de balayage. Quand la ligne de balayage tourne, la persistance lumineuse de ce spot forme un anneau appelé anneau repère. On peut mesurer la distance d'un écho donné en réglant l'anneau sur lui et en lisant la distance sur l'échelle des courbes, comme nous le verrons plus loin. Nous n'avons pas encore parlé de la portée de l'appareil pour la mesure des distances. Dans l'H2S, on utilise normalement deux sortes d'images. L'une pour la recherche d'un objectif, l'autre pour l'arrivée sur cet objectif. Elles correspondent au réglage gamme des 30 000 et gamme des 10 000. On choisit la gamme voulue au moyen du commutateur à 6 positions. Dans ce film, 3 seulement de ces positions seront utilisées. Sur la position 30-30, la ligne de balayage sur l'écran s'étend jusqu'à 30 000. Pour trouver la distance d'un écho sur cette gamme 30 000, on procède de la façon suivante. On place l'anneau repère sur l'écho choisi et on lit la distance sur l'échelle placée à gauche du tambour. Quand l'écho se rapproche du centre, on ramène l'anneau repère sur cet écho au moyen de la commande de distance. Quand la distance est inférieure à 10 000, on passe sur la position 30-10. On obtient ainsi une nouvelle image où la ligne de balayage s'étend jusqu'à 10 000. L'anneau repère est resté réglé sur l'écho. Avant d'étudier la position 10-10 du commutateur, nous allons étudier la question de l'altitude. L'H2S mesure les distances obliques, c'est-à-dire la distance vraie de l'avion à l'objectif. Mais ce qui nous intéresse est la distance horizontale de l'avion à l'objectif. Quand nous sommes à plus de 10 000, l'erreur entre ces deux mesures peut être considérée comme négligeable. Mais à de plus courtes distances, cette erreur est appréciable et on doit effectuer une correction pour trouver la distance horizontale exacte. Celle-ci est en fonction de l'altitude. On a placé sur l'H2S, en plus de l'oscilloscope panoramique,
un deuxième oscilloscope qui permet d'effectuer cette correction. On l'appelle écran d'altitude. Il est caractérisé par une ligne de balayage verticale. Les signaux et les parasites apparaissent sous forme de déflexion vers la droite. Quand le système d'antenne tourne, les échos provenant des différents points du sol apparaissent sur l'écran. Il en résulte, sur l'oscilloscope d'altitude, une image qui varie sans cesse. Voici cette image sur la gamme 30 000. Il y a deux repères sur l'écran. Le repère de distance qui est ce pipe fixe à droite, il correspond à l'anneau repère sur l'écran panoramique et reste synchronisé avec lui. Et le repère d'altitude qui est ce pipe fixe à gauche de la ligne de balayage. Sur le côté de la boîte de commande, en plus de la commande de distance, se trouve un bouton, la commande d'altitude. Quand on fait tourner ce bouton, le repère d'altitude monte ou descend sur le côté gauche. Pour effectuer la correction d'altitude, on place d'abord le repère d'altitude en regard de l'écho le plus rapproché. En effet, cet écho correspond au point du sol le plus proche de l'avion, c'est-à-dire situé à la verticale. Tout autre point du sol est plus éloigné. En tournant le bouton d'altitude, un index se déplace devant les courbes tracées sur le tambour. Comme nous le verrons plus loin, cette opération joue un rôle important dans la correction d'altitude. Revenons à l'oscilloscope panoramique. Nous l'avons laissé sur la position 30-10, l'anneau repère étant sur un écho donné. Passons maintenant à la position 10-10. Le rayon de l'anneau repère diminue d'une quantité qui est fonction de la position du repère d'altitude. Nous pouvons maintenant lire la distance sur l'échelle du tambour et nous devons utiliser les courbes. Ces courbes ont été calculées pour donner la distance horizontale vraie. Quand on tourne le bouton d'altitude, pour amener le repère d'altitude en face de l'écho du sol le plus proche, on déplace le grand index jusqu'à une position déterminée qui dépend de l'altitude. Si maintenant on fait varier sur l'écran l'anneau repère jusqu'à l'écho, ceci fait tourner le tambour qui porte les courbes, amenant l'une d'elles sous la pointe du grand index. Le chiffre marqué sur cette courbe donne la valeur de la distance horizontale vraie de l'objectif. Reprenons l'opération. Si le commutateur de sélection est à la position 30-30, la ligne de balayage représente 30 000. Dans ce cas, pour trouver la distance d'un objectif, on amène l'anneau repère sur l'écho. Et on lit la distance sur l'échelle placée à gauche du tambour. Quand la distance diminue, on maintient l'anneau repère sur l'écho en tournant le bouton de commande de distance. Et quand la distance est inférieure à 10 000, on passe sur la position 30-10. Nous avons maintenant une ligne de balayage de 10 000, mais l'anneau repère est resté sur l'écho. Pour trouver la distance horizontale vraie, on tourne le bouton d'altitude pour amener le repère d'altitude en regard du premier écho du sol sur l'écran d'altitude. Cette opération a pour résultat d'amener le grand index jusqu'à une position déterminée sur le tambour. On amène ensuite le commutateur sélecteur à la position 10-10. L'anneau repère va brusquement diminuer. Pour le régler à nouveau sur l'écho, il faut agir sur le bouton de commande de distance, ce qui fait tourner le tambour et amène la pointe du grand index sur une certaine courbe. La distance marquée sur cette courbe est la distance horizontale vraie de l'objectif. En plus de la correction d'altitude,
on utilise l'écran d'altitude pour le réglage du poste H2S. Pour cela, on laisse le système d'antenne en position fixe et le commutateur de sélection à la position 10-10. On tourne le bouton d'accord de la boîte des oscilloscopes pour donner aux signaux leur plus grande netteté. Il apparaît alors sur l'écran panoramique, réglé pour la gamme 10 000, un trou central, circulaire, dont le rayon correspond à l'altitude. Le point du sol le plus proche de l'avion est en effet celui qui se trouve à la verticale. Nous parlerons plus loin de ce trou central. L'écran panoramique donne la distance oblique et non la distance horizontale vraie. Et comme cette erreur devient importante aux petites distances, l'image qui correspond à la gamme 10 000 est déformée. Ainsi, les positions relatives des points du sol ne seraient pas reproduites fidèlement sur l'écran. Par exemple, une ligne droite qui devrait apparaître comme ceci donne en réalité ceci sur l'écran. Plus on se rapproche du centre, plus la déformation est grande. Pour la réduire en partie, nous utilisons un bouton appelé commande de 0-10 000. Quand on tourne ce bouton, chaque point de l'écran se déplace vers le centre d'une même quantité. Ainsi, chaque point de cette ligne fait ceci. Et la déformation est maintenant réduite. Revenons à l'image de la gamme 10 000. Quand on tourne le bouton 0-10 000, on réduit automatiquement la dimension du trou central et on déplace en même temps vers le centre les échos et l'anneau repère. Quand le trou central est réduit au minimum, cela signifie que le bouton 0-10 000 est à la position qui donne le moins de déformation. L'image représentée sur l'écran de l'H2S est analogue à la représentation fournie par une carte. Il est donc préférable que le nord vrai soit au sommet. Au début du vol, on doit donc régler l'image pour que le nord soit au sommet. Voici comment on procède. Devant l'écran panoramique est fixé un écran de plexiglas orientable. Pour éviter des confusions possibles, nous n'en avions pas encore parlé. Le bord extérieur de cet écran est gradué de 0 à 360 degrés. Les lectures sont faites en face d'un index placé à la partie inférieure. Sur cet écran sont tracées des droites parallèles, celle passant par le centre est marquée d'une double flèche. De part et d'autre de cette ligne centrale partent deux lignes de dérive inclinées à 10 et 20 degrés. Sur la boîte de commande de cap est placé un commutateur à deux positions, manuel et auto. Pour régler l'image de l'écran, on place le commutateur à la position manuelle. On donne à l'avion un cap quelconque, par exemple 140 degrés. Ce cap est indiqué sur l'écran par la ligne de cap. C'est un rayon lumineux que l'on fait apparaître sur l'écran grâce à un commutateur. On fait ensuite tourner l'écran de plexiglas jusqu'à ce que le cap 140 soit affiché en face de l'index. En admettant que la direction du nord vrai soit indiquée par le rayon vertical de l'écran, la ligne à double flèche est dirigée maintenant suivant ce cap. Au-dessus du commutateur manuel auto
se trouve un bouton de mise en place. Au moyen de ce bouton, on fait tourner l'image entière, y compris la ligne de repère. Nous amenons ainsi la ligne de repère en coïncidence avec la ligne à double flèche. Nous obtenons alors le nord vrai au sommet de l'écran. Mais il faut maintenant que l'image obtenue sur l'écran reste constamment orientée, le nord au sommet, quels que soient les changements de cap. Pour cela, passons de la position manuelle à la position auto. L'orientation de l'image sur l'écran est maintenant synchronisée avec le compas gyromagnétique. Le nord vrai est ainsi toujours au sommet. On utilise aussi l'écran de plexiglas pour mesurer des gisements. Pour trouver le relèvement d'un écho donné, on fait tourner l'écran jusqu'à ce que la ligne à double flèche coupe l'écho par le milieu. On peut lire maintenant le relèvement en face de l'index. Pour attaquer un objectif particulier, on doit d'abord identifier son écho sur l'écran. On fait ensuite tourner l'écran de plexiglas pour amener la ligne à double flèche sur cet écho. Cette ligne est la route à suivre pour l'attaque. Quand on a correctement déterminé le vecteur vent, on peut calculer le cap correspondant et le donner au pilote. Comme la ligne de repère matérialise la ligne de foi de l'avion, cette même ligne ne passera plus par l'objectif après la correction de dérive. Sur le tambour des distances, en plus des courbes usuelles, on trouve deux réseaux de courbes qui coupent les premières. Ce sont les courbes de relaxation. Le premier réseau est formé de courbes en trait plein, le deuxième de courbes pointillées appelées courbes de retard de 30 secondes. Chaque réseau comprend 5 courbes. Chaque courbe correspond à une vitesse sol donnée. En général, il n'est pas possible d'employer les courbes en trait plein qui correspondent au point réel de relaxation, car l'image sur l'écran est confuse près du centre et on ne peut suivre l'objectif sur cet écran jusqu'au point de relaxation de la bombe. C'est pourquoi on utilise pour le bombardement la courbe de retard de 30 secondes. Ainsi, quand l'avion est à 8000 environ de l'objectif, on tourne la commande de distance pour amener en face de l'index la courbe de retard de 30 secondes qui correspond à la vitesse sol. Ceci entraîne le déplacement de l'anneau repère vers le centre de l'écran. Quand l'écho de l'objectif passe sur l'anneau repère, on note l'heure et 30 secondes plus tard, on largue la bombe.